Eliman Abikan, bonjour. Bonjour. Les militaires burkinabés ont pris le pouvoir 15 jours après les très lourdes sanctions adoptées par la CEDEAO contre les militaires maliens. Est-ce à dire que les décisions de la CEDEAO ne sont plus dissuasives? Absolument, ça c'est évident. Il suffit de voir d'abord la clameur populaire qu'il y a eu contre ces décisions de la CEDEAO. Ils ont beaucoup parlé de la CEDEAO de peuple, mais non, c'est resté encore la CEDEAO des chefs d'État, de ce conglomérat de chefs d'État. Et justement, ce qui se passe au Burkina était même presque prévisible, parce qu'il y avait déjà des menaces à l'endroit de Marc Kaboré de la part des Burkinabés pour lui dire que si vous entérinez ces décisions de la CEDEAO, vous risquez vous-même de perdre le pouvoir. Et malheureusement, voilà ce qui est arrivé, qui ne fait que mettre toute la sous-région dans une situation dramatique. Donc, c'est pour cela que je parle d'impasse politique au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO est totalement déconnectée de son peuple, en mal de légitimité, et donc n'est pas suivie. Il faut dire comment l'émissaire de la CEDEAO au Mali a été traité, et même à la limite humilié, voyez-vous, avec l'assentiment populaire. Donc pour dire que en fait, les populations maliennes demandent à être écoutées, tout comme les autres pays de la sous-région, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les chefs d'État décident sans véritablement écouter et comprendre les préoccupations de leur peuple. Mais en même temps, une junte qui veut s'installer au pouvoir pendant 5 ans, est-ce que vous trouvez cela naturel? Pas du tout. Et je pense que justement, il faut trouver l'équilibre. Aussi bien, ce n'est pas raisonnable pour cette junte de vouloir installer une transition sur une période aussi longue que dure le mandat d'un chef d'État régulièrement élu. Autant, il est également important d'écouter le peuple malien sur sa décision de mettre en place et de travailler sur une transition sérieuse qui va jusqu'à refonder les institutions maliennes pour aller donc vers une nouvelle république, demande quand même un certain temps. Donc, il faut trouver le juste milieu. Voilà. Depuis 2001, la CEDEAO était fondée sur une charte qui garantissait la démocratie. Est-ce qu'il faut désormais jeter cette charte à la poubelle? Absolument pas. Le protocole pour la démocratie et la bonne gouvernance et son additif sont importants. C'est des instruments qui permettent de réguler la vie politique en Afrique de l'Ouest. Mais ce protocole mérite d'être revu parce que, en fait, ce protocole insiste beaucoup sur la protection, c'est vrai, des régimes politiques, mais sans tenir compte de cette autre forme de démocratie qui amène les peuples à dire entre deux élections que nous ne sommes pas d'accord. Donc, il faut d'autres mécanismes qui permettent d'écouter et de donner plus d'espace au peuple pour qu'il puisse se prononcer par des droits pétitionnaires, par d'autres moyens qu'on peut trouver et donc prendre en compte des moyens et des mécanismes qui permettent au peuple de pouvoir s'exprimer démocratiquement par rapport à un pouvoir qui serait en dérive. Et donc, également, il faut que ce protocole-là insiste davantage sur les coups d'État, mais politiques. Alors, électoral même, parce qu'on a vu comment les élections se sont passées un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc. Donc, émaillé d'irrégularité, de forcing même, de candidats qui sont éliminés, même jusqu'au Sénégal. Ça, c'est des formes de coups d'État institutionnels également, et donc le protocole doit évoluer sur ce plan-là. Est-ce qu'on peut parler d'une très forte désillusion démocratique aujourd'hui dans les pays CEDEAO? Mais absolument. En tout cas, le processus de démocratisation qui a été insufflé depuis la Baule, donc depuis la France, a échoué. Ce qui veut dire tout simplement que la démocratie dont l'Afrique a besoin doit être une démocratie construite, élaborée par les Africains eux-mêmes en Afrique, en phase avec leurs propres institutions sociales dans une vue anthropologique, mais également les réalités actuelles du moment. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout simplement légitimer les coups d'État militaires. Je ne pense pas que ce soit le rôle des militaires de prendre le pouvoir. Par contre, les militaires peuvent permettre et aider les populations à se faire entendre si le pouvoir en place ne les écoute pas. Et donc, ces ruptures constitutionnelles du fait des décisions des militaires, donc je pense que le modèle démocratique libéral qu'on nous a vendu, c'est un système qui ne marche pas. Alors donc, la véritable démocratie qui traduit cette phrase de Lincoln, le peuple par le peuple pour le peuple, n'existe pas encore. Et est-ce qu'elle a vraiment jamais existé? Et donc, je pense que c'est là que s'il est intéressant pour les Africains de se mettre à reconstruire eux-mêmes le modèle de démocratie qui colle le plus avec leur système social. Il faut savoir qu'il y a eu quand même des modèles qui ont existé par le passé. S'il faut aller re-questionner, par exemple, la charte du Mandé qui était de 1237, donc au XIIIe siècle déjà, qui était presque l'une des premières déclarations des droits de l'homme au monde, avant même la Magna Carta qui est souvent citée
cité, donc comme prélogomène en Occident. Je pense que c'est des modèles comme ça qu'il faut mettre devant, s'inspirer de cela et construire des modèles adaptés à notre quotidien, à notre vie sociale et sortir définitivement de cette république avec un État qui est un État exogène, transplanté, que les citoyens ne comprennent pas parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce type d'État-là qui a été un État héritier de la colonisation tout simplement. Dans le G5 Sahel, il ne reste plus que 2 pays, la Mauritanie et le Niger, qui ont à leur tête un président élu. Est-ce que cela ne pose pas un problème pour la poursuite de la lutte contre les djihadistes dans le cadre d'un partenariat international? Mais absolument, c'est l'échec du G5 Sahel. Alors, ce qu'il faut, c'est véritablement une reconstruction d'une armée forte au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais par les États de l'Afrique de l'Ouest et aidés en cela par des puissances armées africaines. Et avec ensuite maintenant une collaboration stratégique avec d'autres forces militaires que l'ONU pourrait mobiliser. Mais il faut arrêter avec ce système-là où un pays qui a des intérêts géostratégiques vient pour pouvoir organiser sur place des armées sans pour autant véritablement tenir compte des réalités du terrain et en mettant en avant juste ses propres intérêts. Et vous pensez donc que la présence militaire française au Sahel est aujourd'hui très compromise? Absolument, elle est très compromise et je pense que la décision des Maliens pour revenir sur les accords militaires ne fait qu'enfoncer cette perspective-là. Et donc je pense qu'il faut véritablement aujourd'hui des solutions alternatives qui devraient être impulsées par l'ONU, par l'Union africaine et par aussi des forces de la CEDEAO qui doivent prendre la chose en main et ne pas laisser ça seulement à 5 pays du Sahel. Parce que c'est pas seulement le problème du Sahel, c'est le problème de tout un continent. Parce que la menace terroriste ne laisse personne de marde. Eliman Abi Khan, merci beaucoup.